L'éducation numérique. On en entend parler tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce mot? C'est un peu comme une mécanique de précision. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot et on va décortiquer ensemble chaque pièce, de la grande stratégie politique jusqu'à la petite ligne de code qui fait tout tourner. En général, tout ça part d'une idée, d'une ambition nationale. Notre analyse commence donc logiquement par le pourquoi. Pourquoi un pays décide-t-il soudain d'investir massivement dans le numérique à l'école? Le programme Génie au Maroc est un excellent exemple de ce point de départ. Voici le programme du jour. On part de la vision, le grand cap. Ensuite, on explore les outils concrets, les nouvelles ressources, comment on assemble tout ça dans une classe virtuelle, et pour finir, les règles du jeu qui permettent à cet écosystème de fonctionner. Allons-y. Chaque grande transformation, surtout en éducation, démarre avec une idée fondatrice, un principe directeur qui justifie tous les efforts à venir. C'est notre point de départ. Cette phrase, elle dit tout. On est au cœur du réacteur. L'objectif, ce n'est pas simplement d'apprendre à cliquer sur une souris. Non, l'enjeu, c'est de faire de la maîtrise des technologies un objectif central pour former une génération entière à un monde qui est déjà numérique. Bien sûr, une belle vision ne suffit pas. Elle doit se traduire en actions concrètes. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Un plan en plusieurs points. D'abord, on met le matériel dans les écoles. Ensuite, et c'est capital, on forme les enseignants. Puis, on crée le contenu pédagogique. Enfin, on encourage de nouvelles manières d'enseigner. Bon, on a parlé d'outils, d'infrastructures, mais concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils numérique? Allons jeter un œil. Alors là, c'est le b.a.-ba, mais c'est fondamental. Il y a le matériel, le hardware, c'est le corps de la machine, ce qu'on peut toucher. Et il y a le logiciel, le software, c'est l'esprit, l'intelligence invisible qui donne des ordres au matériel. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne tout simplement pas. Pour bien comprendre, on peut imaginer qu'un ordinateur, c'est un peu comme nous. Le processeur, c'est notre cerveau, il calcule. La carte mère, c'est notre système nerveux, elle connecte tout. La mémoire RAM, c'est notre mémoire à court terme, ce sur quoi on se concentre à un instant T. Et celui qui gère tout ça, le grand chef d'orchestre, c'est le système d'exploitation. D'accord, on a la machine qui fonctionne. Mais une machine vide, ça ne sert pas à grand-chose pour un élève. La vraie question, c'est quels sont les nouveaux manuels scolaires de cette ère numérique? Et là, il faut vraiment voir large. On ne parle pas juste de transformer un livre en PDF. Une ressource numérique, ça peut être une vidéo, un exercice interactif, un logiciel de simulation, une plateforme collaborative. C'est un univers de possibilités qui s'ouvre. Ce qui est génial, c'est la variété. On peut trouver des ressources toutes prêtes, comme les leçons de la Khan Academy. On peut utiliser des logiciels très spécifiques pour les maths ou le code. Et surtout, il y a des outils qui permettent aux enseignants de devenir eux-mêmes des créateurs de contenu. La flexibilité est totale. Alors attention, le mot libre ici est super important. Ça ne veut pas juste dire gratuit. C'est une philosophie bien plus profonde. C'est le droit de conserver une ressource, de la réutiliser, mais aussi et surtout de la modifier, de l'améliorer, de la mélanger avec autre chose et de partager le résultat. C'est une culture du partage qui fait progresser tout le monde. Bien, on a la vision, on a les machines et on a le contenu. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait pour que toutes ces briques s'assemblent et forment une expérience d'apprentissage cohérente? Pour ça, il faut comprendre la différence entre un LMS et un CMS. Ça a l'air technique, mais c'est simple. Un LMS, c'est une plateforme faite pour apprendre. Gérer des cours, suivre des élèves, créer des exercices. C'est une salle de classe virtuelle. Un CMS, c'est plutôt fait pour publier du contenu sur un site web, comme un blog. C'est une vitrine, pas une salle de classe. Et l'apprentissage en ligne, ce n'est pas un seul format, c'est tout en éventail, du MOOC, ouvert à des milliers de personnes, au SPOC, plus intime, en passant par l'hybride, qui mélange le meilleur des deux mondes. On peut apprendre tous ensemble en même temps, en mode synchrone, ou chacun à son rythme, en asynchrone. La technologie permet vraiment de s'adapter. Et du côté de l'enseignant, intégrer le numérique, ce n'est pas juste appuyer sur Play. C'est une démarche professionnelle complète. Il faut chercher la ressource, la sélectionner avec soin, souvent l'adapter pour sa propre classe, l'intégrer dans une leçon et à la fin, évaluer si ça a vraiment apporté quelque chose. C'est un vrai travail d'ingénierie pédagogique. On arrive à la dernière pièce du puzzle, un peu plus technique mais indispensable. Pour que les outils, les plateformes et les contenus puissent tous fonctionner ensemble, ils doivent parler une langue commune. C'est le rôle des standards techniques. Et là, il y a eu une petite révolution silencieuse. Pendant des années, la norme, c'était SCORM. SCORM, en gros, il disait si une leçon était finie et quel était le score. Simple, mais limité. Le nouveau standard XAPI change complètement de perspective. Il n'enregistre pas une note, il enregistre une expérience. Il dit « Sam a lu cet article, Sally a réussi cette simulation ».
Et pourquoi c'est un changement majeur? Parce qu'avec XAPI, on peut suivre l'apprentissage qui a lieu en dehors de la plateforme, sur une application mobile, dans un jeu sérieux, sur le terrain, même sans connexion Internet. Ça permet de capturer une vision bien plus riche et réelle de la façon dont on apprend. Et voilà, on a fait le tour. On voit bien que l'éducation numérique, c'est un écosystème complexe. Tout est lié. De la vision politique tout en haut jusqu'à l'interaction d'un seul apprenant avec son écran, chaque couche doit être solide et bien connectée aux autres. Si un seul maillon cède, c'est toute la chaîne qui est fragilisée. Tout cela nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si on est capable de suivre chaque expérience d'apprentissage, chaque lecture, chaque simulation réussie, alors notre définition de la réussite scolaire doit-elle changer? Qu'est-ce que ça voudra dire demain, être un bon élève? C'est une question ouverte et passionnante.